que des députés de l'Assemblée nationale, dites de l'opposition, ne puissent pas se saisir du dossier dont a soulevé M. Abena. Ne serait-ce que ça, mettre le drapeau vert ou jaune, aller dans ces entreprises-là, essayer d'homologuer, essayer de questionner, poser des questions. C'est ça le rôle du député. Il n'en faut pas 10, 15, 20 personnes. Il ne s'agit pas de venir claironner qu'on est de l'opposition quand on est incapable de poser les actes qui protègent complètement la vie. Mais ces députés évoquent leur minorité au Parlement. La symbolique du combat peut entraîner l'admiration. La symbolique du combat peut entraîner l'admiration. Nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à écouter leur voix parce qu'il n'y a pas de symbolique dans leur combat. Ne serait-ce que la symbolique dans leur combat. Il faut de la symbolique pour que les gens montrent que vous êtes quand même conscient de ça. Parce que vous êtes député de la nation et vous avez l'humilité. À partir de ce moment, donc ils ne sont députés importants que lorsqu'il faut les publiciter pour entrer à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le débat. Et donc, ça questionne complètement l'opposition. Ça questionne nous qui sommes là. Comment allons-nous aborder les prochaines échéances tout en étant en train de disperser ou tout en étant rassemblés? C'est le débat. Alors quand vous avez des partis politiques qui investissent 10, 15, 20 listes, mais qui disent qu'ils vont aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir peser dans le débat, déjà vous prenez même le nom, vous en rendez compte qu'ils n'auront même pas la moitié de l'Assemblée. Or, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir contrôler toute l'action gouvernementale en ayant la majorité à l'Assemblée nationale parce que le peuple camerounais, lui, il est prêt. En prenant seulement les statistiques des élections présidentielles, le président Biya et le candidat Issa Tiroma ont pratiquement 90% de l'électorat camerounais. Ça veut dire que les Camerounais veulent que les choses changent, ne serait-ce que dans la formule de la transition, pour ce qui était du programme politique de Tiroma. Il faut donc que cela change à partir du gouvernement consensuel que nous voulons mettre en route. Donc ce que j'appelle le gouvernement du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Cette formule-là, M. Hilaire Zipan occupera une seule fonction. D'autres fonctions appartiendront à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que j'ai l'envie d'occuper une seule fonction, j'ai l'envie d'être candidat à l'élection présidentielle que je veux omnibuler tout le débat politique. Le tout, c'est d'avoir sa place et de pouvoir passer. Et là où nous avons des solutions, il faut faire des transversales, travailler pour que les solutions comme ce que de la Sonara là puissent être opposées. Moi, je suis assez étonné qu'une fois que le ministre a dit ça, une fois que le ministre des Finances est passé, je pense, j'ai vu cette image là au Hilton, qu'aucun député n'a pu produire. Il peut venir ici à Balafon, dire que nous n'avons pas reçu mandat de cela. Le ministre des Finances fait ce montage hors budget, donc nous dit exactement ce que c'est. Donc nous devons donc obliger de faire des recherches, chercher les éléments pour mettre à votre disposition. Et vous avez vu d'une manière spontanée. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que je n'ai pas été au courant de ce sujet. Mais je me suis documenté pour que de telle manière que quand un sujet se pose, je puisse avoir les éléments. Donc vous avez ça, ces éléments-là ce matin pour dire que donc je vous donne la chance avant de pouvoir faire le débat. L'État inquiète depuis quelques jours déjà. Une contribution jugée faible en 2024 par exemple, avec seulement 55 milliards de francs CFA récupérés sur les 1911 milliards de francs CFA injectés par l'État du Cameroun. Hilaire Zipan, le chiffre vient de la Chambre des comptes qui a récemment présenté son rapport à l'Assemblée nationale réunie en session de juillet. Et la question se pose, les entreprises publiques ont-elles vocation à faire du chiffre, Hilaire? Ben, tel que présenté, on peut répondre par oui, on peut répondre par non. Le tout, c'est de savoir quel est l'objectif qu'on fixe à l'entreprise publique. Si le rôle de l'État, c'est de pouvoir permettre à ce que cette entreprise remplit un rôle complètement social, on peut dire oui, au regard de la faiblesse de la production ou de la productivité que l'État a à l'heure actuelle. On est des États jeunes qui arrivent à l'indépendance en 1960, donc nous n'avons pas encore industrialisé confortablement notre pays. Et là, l'État peut dire que je laisse cette entreprise-là parce que ça nous permet d'homologuer et de régler un problème. Pour autant, quand on s'en rend compte que le montant investi dans ces entreprises-là crée une adéquation extrêmement difficile, et lorsqu'on est obligé d'aller voir le FMI pour pouvoir demander des emprunts, là, à ce moment-là, le banquier se questionne. Parce que quand vous venez avec votre bilan devant le banquier, parce que le FMI c'est le banquier, et vous dites quelle est la recette attendue, vous dites quelles sont vos dépenses, vous dites alors il y a des coupes de rabot qu'elle fait à l'intérieur. Et les coupes de rabot qu'elle fait généralement dans vos budgets, c'est le social. Et regardez les régaliens. Mais aujourd'hui, est-ce que le montant que nous attendons pour pouvoir relancer notre économie est de nature à pouvoir consolider la production et consolider la productivité? On peut regarder ça de très près. Parce que dans le budget de 8 milliards prévus aujourd'hui au Cameroun, à peu près 3 000 milliards sont des emprunts. Pour financer quoi? Pour payer la dette ou pour investir? Là, il y a tout le débat. Et on pose donc la question de savoir quelle est la rentabilité. Et là, votre question tout ensemble, la rentabilité donc de ces entreprises-là. Mais on se rend compte qu'il y a des entreprises que l'État refoule, qui pourtant, si on la met au niveau de la compétitivité normale, elles peuvent produire de l'argent. Donc il y a là une volonté manifeste de garder à la tête des entreprises les gens qui sont non productifs. Et je pense que ce cas-là, le professeur Doué fait beaucoup de production pour dire qu'on peut pas garder les gens qui sont incompétents à la tête des entreprises qui devaient être en principe productifs. Et il y a complètement là un débat qu'il faut se faire. Parce que cela pousse dans l'État à pouvoir imposer ceux qui produisent ou de fermer les yeux dans une tolérance administrative comme ce que nous a soulevé ce matin, dans une question où on nous produit, on nous fait aller dans le sens de pouvoir récupérer l'argent dans des secteurs qui nous créent plus tard plus de problèmes. Et il y a là un débat de fond, il y a un débat d'orientation budgétaire. Et je reviens à truc là. Il faut dire que le président de la Chambre de compte, il produit un rapport qui en principe devrait permettre au ministre des Finances, peut permettre évidemment à la Chambre des députés de comprendre que ce que vous votez habituellement n'est pas de nature à produire des résultats attendus. Oui. Et là, il faut changer le modèle. Et il n'y a pas une autre façon de le dire. Il tire le salaire d'avant pour dire qu'il faut changer le modèle. Mais comme on est obstiné à faire du raccourci devant tout, alors on garde et on continue à complètement à subventionner des entreprises qui en principe doivent être rentables. Et c'est ça le drame. Vous prenez l'aérien, ça doit être rentable. Vous prenez le chemin de fer, ça doit être rentable. Vous prenez l'eau, ça doit être rentable. Vous prenez l'électricité, ça doit être rentable. Ben là, c'est l'agriculture. Vous voyez que si on avait investi suffisamment dans il y a un secteur qui me semble tout à fait meilleur. Il y a un jeune qui se bat là pour faire par exemple la production de l'élevage du poisson. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on ait de l'eau et qu'on continue à monter le poisson. Il y a quand même des choses quand même aberrantes dans ce pays. Nous avons de l'eau mais on importe le poisson. Il y a quelque chose qui nous parle. Oui, on doit quand même mettre nos moyens pour investir
pour ceux qui produisent le poisson. Et aujourd'hui, on a des les carpes. Donc, quand vous sortez le soir, vous allez manger, ça c'est les carpes comportement. Donc, on peut se mettre dans ce modèle-là. On va s'améliorer au fur et à mesure. Vous soulevez le problème du riz. Et quand vous prenez le riz de Tonga, qui est l'un des meilleurs riz, et là, je fais révélation. Celui de Ndop aussi. Ndop qui est un très bon riz. Je peux vous rassurer qu'on produit l'huile de maïs au Cameroun. Vous avez vu l'huile de maïs sur le marché camerounais? Mais il n'y en a pas. Dans la zone de Nangle, il y a Maïskam qui continue à produire le maïs. Mais est-ce que pourtant les Camerounais consomment du maïs? Et il y a là pour maintenant, on a des leviers comme ça sur lesquels, si l'État arrive à se concentrer, à injecter suffisamment de moyens, on peut avoir des résultats extrêmement bien, qui peuvent vous donner la capacité de ne plus importer, parce que quand vous importez, vous apportez la plus-value à ceux qui vous vendent le produit. Aussi simple, si on considère que le riz vietnamien qui fait 25 000 km arrive au Cameroun moins cher que le riz produit sur place, il y a là également aussi un problème. Ce n'est pas à moi de venir dire que ce que tout le monde observe n'est pas de nature à nous permettre d'être un pays autonome, parce que ces gens n'ont pas la volonté, ils ne sont pas à leur place et ils n'ont pas la capacité de pouvoir changer les choses. Emmanuel Coco, tu parlais tout à l'heure de la SEMRI. La SEMRI fait partie de ces entreprises camerounaises là, entreprises publiques camerounaises, ayant une valeur ajoutée négative. À côté de la SEMRI, il y a l'UCAM, il y a Camerco, il y a la SICAM. En français facile, elles produisent, elles consomment plus qu'elles ne produisent, Emmanuel. Oui, si je prends par exemple le cas de la Camerco, et on se rend compte que la Camerco est dans une perte nette de quoi? De 4,65 milliards de francs CFA. Tiens-toi tranquille, ayant, après avoir injecté combien en termes de subventions publiques? 6,85 milliards, s'il te plaît. Pour l'année 2025, c'était plus de 30, on a augmenté 39% du montant qu'on donnait avant. Donc, lorsqu'on est dans ces dispositions, on peut bien s'inquiéter. Et regarde bien les domaines où ces sociétés ne font pratiquement pas concurrence. Moi, j'ajouterais, je suis pas expert, Camtel également, avec la concurrence qui est en face et où elle a presque le monopole dans ce qu'ils appellent dans la fibre optique, par exemple, et même l'opérationnalité. Mais on se rend compte que ce sont ces entreprises privées qui ont le souci de faire du chiffre, contrairement à notre Camtel national, qui est une société de souveraineté, certes, mais qui n'a forcément pas, qui ne se soucie pas trop de faire du chiffre. Ça inquiète. On peut rallonger la liste. Elles sont très nombreuses, ces sociétés qui coûtent cher à l'État du Cameroun, pour le dire simplement, pour les Camerounais qui nous écoutent en colonie. Et il y a 4 entreprises qui consomment sans produire. Il y a l'Erzipan, la SEMRI, qu'on a cité tout à l'heure, la Sopecam, la Sodecao, Ilanor. Oui. Ilanafor. Oui, mais je prends le cas de Vous savez, on est l'un des rares pays au monde qui n'avons pas de journal officiel. Le quotidien national n'est pas le journal officiel. Bien sûr. Il doit avoir un journal officiel qui doit pouvoir rassembler les décrets, les arrêtés, et donc tout le monde a le plus besoin pour documenter, archiver. Donc on n'a pas de journal officiel. Donc peut-être le Sopecam peut expliquer qu'on les subventionne pour pouvoir combler ça. Ça peut être une explication. Je dis simplement ça. La deuxième chose que Emmanuel pourquoi dit peut-être assez effectivement, si on donnait la capacité à Camerco d'avoir des avions, je pense qu'on aurait la possibilité de pouvoir compenser ça. Parce que le besoin sur la ligne du Nord, il est énorme. Il est énorme. Et on a des destinations telles que l'Ouest qui peuvent le faire. Qui sont des lignes qu'on peut explorer complètement. Pour ne pas dire l'Est. Donc vous voyez qu'il y a la possibilité. Là, je pense que c'est un problème de financement au départ et une autonomie de gestion dont le plus a le plus besoin. Est-ce que le management à l'heure actuelle essaie de combattre les prix? Mais il a donné quelques chiffres en disant que c'est un crescendo. Plutôt. Donc ça veut dire que c'est pas de bon management. Donc je m'arrête là aussi également. Parce que si vous allez dans le fond, on va vous taper sur les doigts en disant non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce qu'ils sont des spécialistes en la matière, ils savent tout. Et il a soulevé aussi un autre problème qui me semble tout à fait très avenirien. C'est que la plupart des sociétés qu'on a supportées ou qu'on a citées, et la plus criarde, c'est Camtel. C'est Camtel qui vend la fibre. Ah, pour ne pas dire les deux qui ont pratiquement aujourd'hui tout le marché. Je ne comprends pas comment vous vendez la fibre, mais vous la l'électricité. Il y a un problème. Il y a un problème. On nous explique, on fait des exagérations, des explications où tu ne comprends pas trop bien ce que disons. Vous avez le monopole, vous vendez, mais vous êtes déficitaire. Il y a un problème. Et c'est là pose aussi également le problème aussi de qui va se poser d'ici quelques temps en ce qui concerne l'ancien Inéo. Qui va se poser un problème. Parce que les industries que nous émettons aujourd'hui pour pouvoir faire le bauxite, notamment avec Prométal, sans publicité aucune, au niveau, ça va construire, cette société va consommer pratiquement la moitié de donc consommer la moitié de ce qu'on va produire, ce que Natica va nous produire. Mais est-ce qu'on vend ça au bon coût? Ou est-ce qu'on fait une subvention pour que cette industrie tienne? Là encore, il y a un autre problème. Donc vous voyez que quand je dis globalement, c'est ce modèle qui n'est plus bon, qui n'est plus adapté. Parce que le raisonnement fait pour que ce modèle puisse permettre aux Camerounais de résoudre le problème. On est loin de là. Et la question est tout à fait évidente. Devons-nous continuer avec ce modèle ou faut-il le changer? À partir du moment où c'est les Camerounais, c'est le peuple qui décide de ce qui doit le gouverner. On a eu une option qui s'est passée en octobre 2025. Il faut tourner la page et regarder assez fondamentalement comment on va pouvoir aborder les élections municipales et législatives afin de permettre, parce que l'exécutif est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faudrait que nous ayons absolument la majorité pour pouvoir changer les choses. Tous les autres discours ne permettront pas à ce que l'on puisse avoir la volonté de le faire mieux pour aménager le quotidien des Camerounais. Mais il se pose, il y a un problème de management selon le travail qu'a le professeur Viviane Ondouabiwele. D'ailleurs, on apprend que 77 PCA ont un mandat échu, mais sont toujours en fonction des directeurs généraux adjoints également. Et la question qui se pose à chaque fois, c'est pourquoi cela tarde à partir? Pourquoi le gouvernement tarde à les faire partir? Surtout qu'on a des PCA qui sont en fonction depuis 26 ans quand même. Le président de la République n'oppose emploi civil et militaire. C'est une disposition de la Constitution. Seul le président de la République n'oppose emploi civil et militaire. Est-ce que pour autant on donne la bonne information au président? J'en sais pas. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nommer. Maintenant, notre pays fonctionne de telle manière que ce n'est pas au conseil de cabinet de décider. Le conseil de cabinet applique la politique définie par le président de la République. Dès lors, tout revient au président de la République. Et lorsqu'il essaie de faire un travail remarquable, de recherche très appréciable, il va s'en dire que est-ce que ces sociétés-là, on les garde parce qu'ils sont de nature à ce que les résultats soient extrêmement importants. On se questionne. Et je pense que ça questionne aussi le problème de savoir comment une société qui a 100% le capital de l'État privatise parfois une partie de ses recettes. Il y a là également notre débat, c'est-à-dire que vous êtes président du conseil d'administration ou vous êtes directeur général d'une société qui est à 100% étatique, mais lorsqu'il y a des niches de recettes auprès de l'entreprise, vous les privatisez. Il y a là notre problème. Vous voulez parler? Je ne soulève pas, mais je pense que nous tous, on se comprend, on sait de quoi on parle. Et à partir de ce moment-là, non, on en doit se poser la question, est-ce qu'on va continuer dans ce modèle? Parce que l'État, ce rôle-là, c'est de permettre à ce que les gens puissent avoir le bien-être, certes, mais en même temps d'équilibrer ses comptes. Or, nous sommes un pays qui, pour la moindre petite somme d'argent, allons voir complètement le FMI. Pour la moindre petite somme d'argent, regardez les états de nos routes. On attend les financements maintenant de la Banque africaine de développement, de la BCEAO. Et on en doit se poser la question, est-ce qu'on va continuer comme ça, de la Banque mondiale? Lorsqu'il faut maturer, par exemple, la rénovation d'une voie comme celle de l'Ouest, il faut attendre 2-3 ans. Parce que j'entends toutes les volontés. Le ministre ne peut pas avoir toutes les volontés du monde. Mais monsieur le ministre, on va pas maturer la mise en place de ces chantiers avant 1 ou 2 ans. Impossible. Parce qu'il faudra laisser des procédures, c'est des enquêtes, c'est des appels de fonds, c'est des attributions de marché, c'est des démarrages, et c'est ça la difficulté. Mais face à ça, vous avez le rail qui devait régler le problème. Vous avez démonté, vous avez complètement l'aérien qui devait faire. Vous n'avez pas l'avion, vous êtes complètement à côté. Et on croise le bras. Parce que si sur la route de l'Ouest, il y a pratiquement un pont 17, c'est un problème.
Et là, c'est tout la à paralysie. Donc, je pense qu'on est dans un modèle centralisé unique dans lequel on veut nous expliquer les besoins par des promesses politiques. On ne peut pas résoudre les besoins par des promesses politiques. Il faut résoudre le problème en trouvant la solution. Et cette phrase-là me semble très bien. On ne soigne pas le pauvre, on trouve les solutions au problème du pauvre. Mais l'État sait qu'il perd de l'argent, sauf que l'État à chaque fois injecte de l'argent dans des entreprises qui ne produisent pas, du moins selon le rapport de la Chambre des comptes. Pourquoi l'État insiste? Oui, mais parce que le rapport du moment où l'État, pour réaliser ses projets, a besoin d'emprunter de l'argent. Oui, c'est ça le problème, c'est ça que je dis que c'est un problème de modèle. On refuse de débattre de notre modèle. Il faut débattre de ça. Est-ce que de cette manière-là, on avance? Est-ce qu'on administre l'économie? Est-ce qu'on gère un pays? Est-ce qu'on gouverne un pays? Est-ce qu'on responsabilise l'administration? C'est le débat qu'il faut faire. Et le débat, c'est de mettre les experts autour de la table, de mettre les vrais chiffres et d'analyser. On se félicite que la Chambre des comptes, au regard des chiffres qu'elle a, produit des choses. Je peux vous dire encore dans ce rapport-là, j'ai jeté un coup d'œil un peu de manière diagonale. Les collectivités décentralisées ne sont pas très appréciées. Quand vous avez des collectivités décentralisées qui reçoivent, qui votent des budgets, qui ne consomment pas, ça pose un problème. Et lorsqu'en fin d'année, on ne consomme pas, mais on va vous dire qu'il y a eu excédent budgétaire. Non, l'excédent budgétaire, c'est quand on a perçu plus de recettes qu'on en avait prévu. Mais dans notre cas d'espèce, on n'a pas consommé plus, on n'a pas ramené plus de recettes, on a plutôt sous-estimé la consommation des investissements et on fait croire aux gens qu'on est dans l'excédent budgétaire. Il y a même un vocabulaire qui n'est pas L'excédent budgétaire n'est pas une prouesse en soi. Non, c'est pas l'excédent budgétaire, Emmanuel Coco, parce que l'excédent budgétaire, c'est que vous avez prévu avoir 100 francs, vous avez reçu 120 francs, vous avez collecté 120 francs, c'est ça l'excédent. L'excédent, c'est que vous avez prévu 100 francs, vous avez collecté 120 francs. Maintenant, dans notre cas d'espace, vous avez prévu 100 francs, vous avez consommé 80 francs, et on dit qu'il y a excédent. Non, il y a une sous-consommation. C'est le cas, par exemple, vous avez les problématiques de la ville de Douala, les problématiques qui s'opposent, que ce soit les routes, que ce soit la voirie, et puis non, maintenant, en fin d'année, en mi-mandat, on va faire une évolution, et en fin d'année, on va faire le truc, et après, en avril, on dit qu'il y a un excédent budgétaire. Non, il n'y a pas d'excédent budgétaire, il y a une sous-consommation, naturellement, cette fois-là, des crédits. Pourquoi? Parce que, au moment où vous votez, l'appel d'offres, vous n'avez peut-être pas bien maturé un projet, et par conséquent, le projet n'est pas passé. Donc, il faut qu'on s'adapte en fonction, au-delà de tout ce que je dis là. Quand je dis le modèle n'est pas bon, c'est que les textes ne sont pas bons, les hommes qui animent ne sont pas tout à fait adéquats, la manière où on utilise les fonds ne sont pas tout à fait adaptée, et là, au bout, on a une croissance extrêmement faible, dans laquelle on dit, on est une économie résiliente. Ça veut rien dire. Parce qu'il y a des économies comparables à la nôtre qui font beaucoup mieux de chiffres. Pour ceux qui adorent les chiffres, il y a à peu près 8-9 ans, nous étions au même chiffre de budget que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve autour de 12 500 milliards de recettes attendues. Pour ceux qui ont. Et ils n'ont pas encore commencé à exploiter leur pétrole. Quand ils vont injecter le pétrole dans leur budget, ils sont entre 2-3 fois. Il y a ceux qui aiment les comparaisons des chiffres, mais ceux qui ne veulent rien dire au vrai sens. Mais les éléments, la manière où on utilise le budget en Côte d'Ivoire, c'est pas la même manière où on utilise le budget au Cameroun. Et là, il faut avoir un autre débat, avoir le rôle des ambassadeurs, c'est de pouvoir capter la manière où ils gouvernent, de nous mettre dans le service. Et nous félicitons que la Chambre des comptes, au moins, nous dise que à l'heure actuelle, un travail minutieux en disant voici ce que j'ai relevé. Ça devrait donc permettre à ce que l'exécutif, qui est cette fois-là animé par le Premier ministre, qui prend les ordres du président et le président qui a des conseillers, puisse quand même s'apaisantir un peu de temps pour voir si c'est beaucoup plus on est sur le bon chemin ou pas. Mais c'est pas le cas. Mais moi, c'est une question personnelle. Il parlait tout à l'heure de l'économie résiliente. Et on sait que les communes désormais ont été dessaisies justement de la collecte de ces impôts. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les prochaines municipales vont faire courir? Parce que lorsqu'on enlève cette manne-là, on désosse pratiquement les exécutifs communaux. Est-ce que ça va faire courir véritablement? Mais justement, ça va faire courir. Mais je te la question, ça va faire courir. Pourquoi? Parce que c'est une loi. C'est une loi de ce qu'on appelle la loi de finances. Elle n'a pas d'argent? Non, c'est une loi de finances. Vous poser une question, je réponds. C'est une loi de finances. Elle est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Si l'opposition est majoritaire, alors elle adoptera la loi qu'il faut. Cette loi de finances ne tient que par rapport à une année, proposée par le ministre des Finances. À partir du moment où vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous définissez donc un projet de loi qui est tout à fait adapté à votre vision. Cette fois-là, c'est une vision globale. Elle n'appartiendra pas à un parti, elle appartiendra à l'ensemble des partis politiques qui sont mis pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je dis qu'à l'opposition, il faudra donc qu'on se prépare à avoir une majorité à l'Assemblée nationale en définissant dès le départ qui va être le Premier ministre et qui va être le ministre des Finances. On va pas le découvrir. Et la loi, alors que sur la décentralisation, indique clairement que le deuxième mardi, je fais une digression, le deuxième mardi, vous votez le maire de l'arrondissement. Et puis le troisième mardi, vous votez le maire de la ville. Or, c'est le maire de la ville, pour la communauté urbaine, qui a le plus de moyens. Donc, il faut que l'opposition, au moment de la campagne, dise déjà au départ qui va être le maire de la ville. Sinon, vous allez voter quelqu'un qui n'est pas habilité à gérer toute la tâche qu'on vous donne. Donc, on doit au départ se mettre d'accord sur l'ensemble. C'est pas les passions des conseillers municipaux qui doivent définir surtout comme qui va être autochtone. Raison de plus pour que nous allons dans l'autochtonie. Pour ceux qui parlent de l'autochtonie, sans ne pas mesurer les conséquences, voir le débat qu'il y a. Il faudra donc qu'il arrive à convaincre les autres, pas être les littoraliens, mais être quelqu'un de plus ou moins capé qui puisse quand même permettre à ce que la ville puisse sortir. On peut être autochtone et être médiocre, on peut être halogène et être excellent. C'est les passions qu'il faut faire. Merci Hilaire. Dans un instant, la page des sports avec Charles Douglas Ndemba. Sacré madame. Bon bagaille. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Puis un jour, un accident, une maladie, un imprévu. Et si je savais? Aujourd'hui, toute une génération choisit de prévoir. Avec Afri Insurance, santé, véhicules et activités sont protégés. Avec Afri Life, vous préparez l'avenir de votre famille. Simple, accessible pour tous. Je suis la génération prévoyante. J'anticipe, je protège. Et vous? Rendez-vous sur www.afri-insurance.com. Afri Insurance et Afri Life. Protéger aujourd'hui, c'est préparer demain. C'est bizarre. Il est souvent interdit d'accepter les oiseaux dans le marché camerounais. Mais curieusement, on dédouane les oiseaux. On les dédouane. Je parle avec certitude et avec fiat. On dédouane les oiseaux. C'est-à-dire qu'un produit qui est interdit est dédouané. On a un pays qui marche sur la tête. Je vous dis que le modèle, s'il n'est pas bon, et il faut que les gens. Ce que j'ai dit est vérifiable. Il est vérifiable. Vous voyez des stations de stockage à Maroua, à Darwa. Et c'est dédouané. Pendant ce temps, on n'a pas le droit de venir dessus. Mais ce sont des stations illégales. Oui, bien sûr, on dédouane les oiseaux. Ça veut dire qu'on a pris un bidon et on dédouane. Et on vend en bordure de nous. Mais ici, chez nous, on n'a pas le droit de le faire. On a un pays à double vitesse. C'est terrible. On a un modèle unique dans lequel tout le monde se conforme à la loi, mais on n'a pas. Mais quand vous dédouanez le dollar, c'est quelle disposition légale? Quelle disposition légale on entend là? Quelle est la péréquation pour dédouaner ça? Et vous voyez, je vous ai donné à peu près la structure des prix. Donc cela pose un problème. Le modèle, s'il n'est pas bon, le dit ne veut pas dire qu'on est contre les gens, c'est qu'en fait le modèle nous amène vers le mur. Et à la question qu'on se pose fondamentalement, c'est est-ce que vous avez tel élément ou tel élément pour avoir la bonne décision? Je vous ai pris dans le cas du ciment. Allez interroger, mettez un organisme qui achète les ciments, tel qu'à l'heure actuelle produit sur le marché. Vous allez voir que ceux qui sont écrits 32.5 ne font même pas 18, ne font même pas 20. Je sais de quoi je parle parce que je tiens les chiffres. Et en tant qu'homme politique, je dois faire des investigations. Alors lorsqu'on accepte des produits pareils sur le marché, comme a dit tout à l'heure Abena, on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut au vrai sens? Le rôle de l'État, c'est d'être garant des biens et des personnes. Être
être garant. Ça veut dire que si l'on trouve que si on perçoit la taxe de l'autre côté et que ça coûte plus cher de l'autre côté, on abandonne complètement la taxe perçue. Vous trouvez 8 milliards pour le oisois, pour le whisky en sachet, et ça vous coûte 22, 23, 24, 40 milliards pour les soigner. Il faut bien savoir ce qu'on veut. Vous abandonnez l'autre et vous préservez d'avoir les 40 milliards à dépenser. Parce que ici, ça vous produit 8 milliards et ça vous oblige à dépenser plus. C'est en fait ce débat public-là que nous devons le faire. Et ceux qui sont en charge de l'État, ceux qui sont les exécutifs, doivent mettre ce débat au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis assez étonné.